Bon, rebonjour tout le monde. Merci beaucoup. J'aimerais remercier vraiment le comité organisateur de m'avoir invité à donner cette conférence de clôture. Je sais que c'est la fin de 2 journées super, super intéressantes, toujours agréable de revoir tout le monde et qu'on est tous fatigués. Donc, j'espère que je ne vais pas vous assommer avec ma présentation. Euh, je, je parlais avec certaines personnes le premier jour du sommet, puis une personne me dit: Ah, c'est intimidant, j'ai l'habitude de faire des conférences, des présentations en milieu clinique, des formations, mais là, c'est un sommet avec des chercheurs, etc. Moi, j'aimerais vous dire juste le contraire. Moi, je suis là avec des intervenants, puis c'est stressant pour un chercheur aussi. Alors, j'espère que les données vont être pertinentes pour tout le monde. Et ça m'a ramené à réfléchir un peu à une conversation que j'avais eue avec Louise Nadeau au début de ma carrière. Puis on parlait des contextes de jeu, des contextes de consommation d'alcool. Puis Louise m'a rappelé que des fois on intervient dans un cabinet, dans un contexte d'intervention face à face. Et souvent les joueurs, les personnes qui sont aux prises avec des dépendances se rétablissent, ressortent dans le vrai monde, ou en tout cas reviennent à leurs habitudes. Puis l'environnement plus large est un facteur de risque en soi. Donc, c'est aussi important de travailler sur ces environnements de vie que de travailler aussi sur l'individu. Alors, ma présentation aujourd'hui va aller dans ce sens-là. Je vais vous présenter des données populationnelles et je vais emmener peut-être certains défis, certains enjeux qu'on rencontre en période de pandémie pour le jeu en ligne et proposer humblement quelques pistes de solutions. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, les rues des villes et des villages du Québec ressemblaient à une cour d'école un dimanche après-midi. Confinement, incertitude, la pandémie de COVID-19 a ébranlé notre chorégraphie quotidienne entre le travail, le loisir, la famille, les amis, qui était souvent réglée au quart de tour. Internet est devenu notre seule et unique fenêtre sur le monde, notre allié face à l'isolement, la perte de précieux contacts avec autrui. À défaut de se côtoyer, souvent on se voyait et se parlait virtuellement à distance. Je vais juste voir, ça marche? Non. Je peux utiliser ça? Oui, ok. Non, tu peux utiliser intégralement. Parfait. Alors, avant que je commence, voici mes collègues qui ont contribué à la réalisation du projet, dont les résultats vont être présentés ici. Mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement et certainement qu'avec la pandémie, ça a vraiment tout changé. C'est ainsi qu'Alexis, un joueur en ligne, nous a simplement et si justement qualifié le contexte pandémique. Donc, j'aimerais dans cette présentation vous parler des transformations que nous avons pu observer, qu'on a pu mesurer, aussi bien dans les façons de s'adonner aux jeux de hasard et d'argent qu'au niveau des environnements de jeu. Je souhaite, à travers ce portrait, amener une réflexion critique sur l'impact de ces changements. Certaines seront à court terme, d'autres risquent d'être à plus long terme. Donc, 4 questions. Est-ce que le jeu en ligne a augmenté? Ça, c'est la première question. Est-ce que les habitudes de jeu des joueurs a changé? Est-ce que l'offre s'est transformée avec la pandémie? Et finalement, c'est quoi notre nouvelle réalité et quelles seraient des pistes de solutions? Pour répondre à la première question, certaines personnes ont assisté à la présentation qu'on a faite il n'y a même pas 2 heures. C'est un gros projet qu'on mène depuis un peu plus d'1 an. C'est un projet longitudinal et l'objectif, c'est d'aller collecter autant de données que possible, autant de données qui sont disponibles pour décrire un peu l'impact de la pandémie sur le genre. Il y a 4 sources d'informations. On a une enquête populationnelle qui est actuellement en cours, qui vise à aller chercher un peu une sonde dans la population pour voir si les gens ont changé leurs habitudes de vie d'une façon générale avec la population adulte du Québec, 18 ans et plus. On a mené aussi des entrevues qualitatives pour comprendre un peu l'histoire derrière ces chiffres-là, comment les gens ont vécu la pandémie. Il y a 2 autres sources d'informations qu'on va chercher, c'est les données administratives qu'on collecte sur les sites de jeux et les données de l'Auto-Québec, le site de l'Auto-Québec. En fait, pour voir un peu comment le trafic s'est fait sur Internet. Il n'y a rien mieux qu'une donnée
réelles, comportementales. Quand on va chercher ces données sur les sites, on sait qu'il y a tant de personnes qui ont été jouées en ligne. Et finalement, bien sûr, on a une préoccupation pour les services d'aide et d'accompagnement. Donc, on a eu accès à des données de la ligne Je aide et références et on aura accès aux données du CRD pour voir un peu l'évolution de la demande d'aide à travers la période pandémique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et c'est vraiment la première fois qu'on dévoile ces données-là, c'est les résultats de l'enquête qui a été menée en 2021. Donc, il faut garder présent à l'esprit que ça couvre un peu l'état de la situation durant la première année de la pandémie, donc de 2020 à 2021. Voici généralement comment ça se comporte, le jeu en ligne. On était à 1,3% en 2012 quand on a mené l'enquête en Jeu Québec auprès de la population adulte du Québec. En 2018, la Direction de la santé publique de Montréal a produit de nouveaux chiffres et Statistique Canada également, puis on est aux alentours de 6,5%. Et tout récemment, au début de la pandémie, l'INSPQ, avec un panel web, a produit un chiffre autour de 20%. Nos derniers chiffres révèlent qu'on peut, de façon très conservatrice, parler d'un taux de prévalence de jeux en ligne de 21%. Bien sûr, cette pente ascendante peut être attribuée partiellement à la pandémie, mais c'est un phénomène quand même qui croît depuis un certain temps. Donc, la pandémie est venue peut-être exacerber, augmenter cette croissance-là. Il faut faire attention aux 21% que je vous présente parce qu'on a mené l'enquête avec un échantillon populationnel qui est généré avec des numéros de téléphone fixes et cellulaires, mais ça reste des numéros de téléphone. C'est un échantillon très conservateur. Donc, là, dans la première partie de l'enquête téléphonique, ça, c'est un échantillon de personnes qui ont une ligne fixe majoritairement. Donc, c'est des gens plus vieux, c'est des gens qui ont des habitudes de jeu en ligne qui sont un peu plus modérées. Alors, le plancher ou l'estimation la plus conservatrice, c'est que la prévalence du jeu en ligne est de 11%. Quand on parle à l'extrême droite du 37,6%, là je parle de la ligne rouge, ça c'est le panel web exclusivement. On a pris des gens qui étaient des panélistes, c'est des gens qui sont beaucoup plus actifs sur le web, c'est des gens qui consomment plus de tout sur le web, incluant le jeu en ligne. On trouve des taux de prévalence de 37,6%. Et quand on pondère, on joue un peu, nous, avec nos chiffres, en mettant des poids différents pour l'un ou l'autre des groupes. On est soit entre 15,6 et 20,3. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous convient, mais certainement qu'on n'est pas à 11%, probablement qu'on n'est pas à 37,6, mais la vérité est entre les deux, et on se dit aux alentours de 21%, c'est un chiffre réaliste. Tout ça pour dire qu'il y a une augmentation. Rappelez-vous, c'était à 6,5 et là, on est aux alentours de 20%. Donc, il y a vraiment une augmentation soutenue. Qui sont ces joueurs? On a des nouveaux joueurs qui ont, et là je résume un peu les entrevues, ce que les gens nous ont dit. On a fait des entrevues de 1h30 à peu près, 1h30, 98 entrevues. Et il y a des nouveaux joueurs qui disent la pandémie a été un tremplin. La pandémie a été une occasion pour que je commence à jouer en ligne. D'autres nous disent c'est une substitution. Donc, au lieu de jouer hors ligne, je joue en ligne. C'est des migrateurs. Et il y en a qui ont dit que c'était une compensation pour l'ennui, pour la détresse, pour l'anxiété, pour plein d'états qui sont désagréables autour de la pandémie. On a très peu de joueurs actuels, donc qui ont joué au cours de l'année précédant l'enquête, qui ont diminué. Et je vous dirais, quand on voulait faire les entrevues, on les appelait nos licornes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient diminué leur jeu en ligne pendant la pandémie. Souvent, c'est des pertes d'intérêt, diminution du temps libre, prise de conscience, et on prend conscience des fois qu'on avait un problème. Il y a des personnes qui ont pris conscience qu'ils avaient un problème et qui ont arrêté complètement. Donc, c'était un temps de réflexion. Et finalement, ceux qui ont augmenté, on ne sait pas. Il y en a qui ont dit, ben, on a augmenté, mais on s'est calmé, on s'est pris en main. Mais il y en a qui disent qu'ils se battent encore avec cette augmentation, puis il y a quand même des conséquences importantes. Qu'est-ce qui a augmenté surtout? Machines à sous. 42% des gens nous ont dit qu'ils ont augmenté leurs jeux sur les machines à sous, les jeux de table. Donc, tous ces jeux-là de casino qui sont tellement publicisés,
Il y a aussi, en termes de fréquence, là, ce que je vous présente, c'est peut-être pas très clair mes icônes, là, mais en termes de fréquence, de dépenses et de temps, on a aux alentours de 42% de l'échantillon sondé qui a déclaré avoir augmenté sur ces 3 dimensions-là. Donc, je joue plus fréquemment, je joue plus d'argent et je passe plus de temps à jouer. Bon, alors, les impacts. Là, on bouge un peu vers les conséquences. Les impacts, comment les gens ont estimé l'impact de leurs habitudes de jeu en ligne sur les différentes sphères de vie. J'en résume quelques-unes. Ben, on voit clairement qu'il y a quand même des impacts positifs. Donc, il y a des gens qui ont vécu ça comme étant quelque chose de positif dans leur vie, que ça a aidé peut-être à maintenir les liens avec les amis, avec la famille, etc. Mais il y a quand même, vous le voyez bien, entre 4 et 10%, il y a des gens qui disent que ça a impacté leur relation avec le partenaire, la famille, les amis, les finances. C'est impressionnant. 15% qui ont dit que ça a eu un impact quand même négatif sur mes finances. Ça a interféré aussi avec la vie, les tâches de tous les jours à 7%. Et finalement, 10% déclarent à peu près que ça a impacté leur santé mentale. Si on regarde, vous savez, on a l'indice canadien du jeu excessif pour essayer de déterminer un peu la sévérité. S'il y a un risque associé aux habitudes de jeu, est-ce que le risque est modéré? Est-ce que le risque est sévère? Donc, quand on a un risque sévère, il y a des chances que ces gens-là qui expriment un risque sévère sont des gens qui ont réellement des problèmes de jeu. Et d'habitude, dans la population générale, pour le jeu en général, on parle en combinant le seuil de 3 et plus, on parle à peu près de 2%. Et là, regardez pour les joueurs en ligne, si vous comparez, vous combinez les deux chiffres du haut, là, 7,9 et 2, on est aux alentours de 10% des gens rejoints par téléphone qui ont dit avoir quand même certaines habitudes qui sont à risque. Et si on prend le panel web, qui sont nos consommateurs de jeux en ligne un peu plus assidus, on parle de 22%. Ces chiffres-là nous ébranlent un peu, parce que ces gens-là vivent quand même un certain niveau de risque et sinon des problèmes. Maintenant, je veux parler de la transformation de l'offre. On ne vit pas dans un vide social quand on est joueur en ligne, on vit dans une société avec une offre de jeux réelle qui est là et qui s'est transformée pendant la pandémie. Je vais reprendre des verbatims d'entrevues pour illustrer un peu certaines pratiques qui se retrouvent chez les opérateurs de jeux en ligne. Alors, ce que les gens nous disent, il y a une certaine forme de fidélisation qu'ils ont vécue quand ils ont été sur les sites de jeux en ligne. Par exemple, Dimitri nous dit qu'il y a un joueur de loterie, de billets de grattage et de loterie instantanée. Je ne dirais pas que c'est un stress, mais à un moment donné, je ne sais pas, je déposais à coût de 40 $, je vois ça descendre, il va falloir que j'en remette. Ce n'est pas un stress, mais il ne faut pas que j'oublie. Puis là, il n'y a plus d'argent dans votre compte, il te l'envoie, puis aussitôt que tu as déposé l'argent, il rachète des billets avant le tirage. Il y a quand même, je ne dirais pas du harcèlement, mais une certaine obligation qu'il t'envoie tout le temps pour t'avoir comme client. Donc, il y a des pratiques quand même de fidélisation et les joueurs le ressentent. L'accessibilité et la facilité. Francis nous dit, c'est un joueur de machine à sous et de loterie. Oui, moi je dirais que ce n'est pas la même dynamique que le jeu hors ligne. Parce qu'il y a le côté sournois en ligne, que tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dans le confort de ta maison. C'est comme juste un peu plus. Je me réfère à la période où j'en ai joué un peu plus, et puis c'est vrai que tu ne te rends pas compte. Juste un petit peu encore. Ça va vite, mais quand tu es au casino en personne, souvent, tu vas avoir de la stratégie de mettre tant d'argent dans ta poche et c'est ça que tu dépenses pour la soirée. Quand tu es à la maison, c'est tout par carte de crédit, fait que c'est facile de dépenser le budget qu'on s'est imposé. Donc, il y a aussi cette question de l'accessibilité, de la facilité. Il y a une diversification de l'offre. Et Christian nous dit, c'est sûr que quand tu achètes des billets, tu en achètes un, après ça, oups, celui-là est intéressant, tu prends un gratteux, toutes les choses que tu pouvais faire avant, mais là, étant en ligne, c'est plus facile. Donc moi,
avant, c'était tout le temps un Lotomax que je prenais. Là, je prenais l'Automax. Des fois, je prenais 6,49 ou la poule quand elle a commencé. Mais après ça, on s'est aperçu qu'il y avait les machines à boules, il y a des machines à sous. Là, on a commencé à jouer un petit peu plus là-dessus. Et finalement, la publicité et la promotion. Anthony nous dit, j'ai désinstallé les applications, là je capote parce que je n'arrête pas de recevoir encore des courriels, des messages, textes de compagnies de casinos en ligne justement. J'ai beau bloquer les numéros, ça rappelle. C'est du contrôle, mais je suis comme over it. Et finalement, Odile nous dit, oui parce que c'est ça l'Auto-Québec. Tu joues un petit peu, puis là, tu n'y vas pas pendant une semaine ou deux. Là, il t'envoie un petit message, voilà un peu d'or pour aller jouer. Fait qu'ils savent comment aller chercher les joueurs. Il y a deux côtés à la médaille. Le premier côté, c'est « Ah, c'est le fun parce que j'ai de l'argent à jouer gratuitement ». L'autre côté, c'est « Ah, je sais que je vais remettre plus parce que 2 ou 5 $, ce n'est pas suffisant. Je sais que ça me fait dépenser ». Et pourquoi je vous présente ces 4 points? Parce qu'au fond, c'est les joueurs qui nous l'ont dit. Quand on a creusé dans les entrevues, c'est un peu les aspects de ces pratiques promotionnelles qui ont émergé, mais j'aimerais juste attirer l'attention que ces facteurs-là, c'est exactement ce que nous, on appelle dans notre jargon les facteurs de risque. D'aller interpeller, d'aller insister, d'aller faire de la promotion. S'il y a un consensus dans le champ par rapport à un facteur qui est assurément qui fait consensus par l'ensemble de la communauté, c'est que la promotion, la publicité, ça ne profite pas aux joueurs. C'est vraiment pour générer des sous, pour générer de l'argent. Et quand on a questionné notre échantillon populationnel, qui est lui vraiment tout ce monde-là qui est représentatif de la population, effectivement, on a demandé aux gens à quelle fréquence ils ont vu ou entendu une publicité sur le jeu en ligne. Et ce que ça nous montre, c'est qu'à peu près 58% du téléphonique et 49% du web, ou 50%, ont dit avoir vu la publicité souvent, très souvent ou extrêmement souvent. Donc, ça donne une idée sur cette intensification de la publicité. Et quand on leur demande si c'est plus qu'avant la pandémie, ben effectivement, on a au moins 56% de l'échantillon téléphonique et 44% de l'échantillon web qui nous disent qu'ils voient plus de publicité. Donc, ce n'est pas une fiction que cette publicité-là, elle est plus présente et elle est revenue dans le vécu expérientiel aussi de nos participants. Bon, maintenant, je vais entamer, je pense qu'il me reste une dizaine de minutes max, je vais entamer peut-être la partie qui est peut-être la plus réflexive ou critique. À la lumière des données recueillies dans cette étude, et généralement dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, des études qu'on a menées auparavant, il y a un fait. Il y a 80% à 90% des joueurs en ligne ou des joueurs en général qui n'éprouvent pas de problème ni de méfaits en lien avec le jeu. Par contre, il y a un 10 à 20% au moins de joueurs qui éprouvent des problèmes ou qui vivent des méfaits en lien avec le jeu. On est en présence de deux réalités ici. On a la grande majorité de la population qui sont des joueurs qu'on peut appeler sociaux, récréatifs, on a plein d'adjectifs pour les décrire. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont à l'abri de perdre le contrôle, mais ils ont un lien quand même qui ne pose pas problème dans leur vie avec le jeu. Si on regarde les chiffres des dépenses et de la prévalence des problèmes de jeu, il y a un constat clair qu'il y a une concentration des dépenses dans la population. On a 2,7% des joueurs à risque qui génèrent 30% des revenus des jeux en général, 8,7% des joueurs de machines à sous qui sont à risque, qui génèrent 76% des revenus. Donc, c'est une minorité de joueurs qui sont responsables d'une grosse proportion des revenus qui rentrent dans les coffres de l'État. Et plus récemment, au Royaume-Uni, les données révèlent que 14% des joueurs à risque génèrent 80% des revenus des casinos en ligne. Donc, on est en présence de deux réalités. On est en présence de réalités de gens qui jouent de façon récréative, qui peuvent vivre des méfaits, mais légers,
et on a la réalité des gens qui vivent sérieusement des méfaits. Alors, quelle solution on préconise, on devrait préconiser? La première, c'est vraiment la prévention. Ce 80 à 90% des gens qui ne vivent pas des problèmes sévères ont besoin de prévention. Et ça, c'est le principe de base. Si on veut garder la population dans un niveau de bien-être et sans méfaits, il faut faire de la prévention. Et actuellement, tout ce qui est disponible pour la population du Québec, c'est des stratégies mises en place par l'opérateur, par l'Auto-Québec, qui s'appellent les jeux responsables. Donc, les personnes peuvent s'auto-exclure, les personnes peuvent limiter leurs dépenses, limiter leur temps de jeu. C'est des mesures qui sont mises à la disposition des individus pour qu'ils se prennent en main et qu'ils ne perdent pas le contrôle. Mais au-delà de cette pratique qui est vraiment concentrée sur l'expérience de jeu et le joueur sur le site d'Espace Jeu, il n'y a pas de mesure vraiment ailleurs. Il n'y a pas de prévention du tout. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Et s'il y a une recommandation, ça serait d'impliquer les acteurs qui sont responsables de la prévention, de financer la prévention et vraiment de mettre en place des mesures préventives probantes. Donc, pour résumer ça, on remet en question le rôle de l'opérateur. N'importe quel opérateur ne devrait pas être en charge de faire de la prévention dans la population. On a besoin de mobiliser d'autres acteurs. On a besoin de tenir compte de la complexité du web et de trouver des moyens innovants qui ne sont pas du web 2.0, mais du web 3.0 interactif pour aller rejoindre les joueurs et faire de la prévention. Et on a besoin de valider ces mesures. Quelques chiffres maintenant que je vous présente pour appuyer mon deuxième point. Combien de gens utilisent les services? Quand on a sondé la population, on voit qu'il y a à peu près 3% des joueurs qui sont à risque modéré qui ont utilisé un service et 25% des joueurs qui sont à risque élevé qui ont utilisé les services. Vers quoi les gens se sont tournés pendant la pandémie? Ils ont appelé en premier ou ils ont eu un soutien ou ont cherché de l'aide auprès d'un membre de la famille ou un ami. Je pense que dans d'autres présentations, ça c'est revenu. Les professionnels de la santé, les groupes d'entraide, la ligne, Jeux, aide et référence, le clavardage aussi qui est offert par cette ligne-là, par ce service-là, les centres spécialisés en dépendance. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une utilisation assez diversifiée. Quand on a regardé les données de Jeux, aide et référence, parce qu'on n'a pas encore de données sur les CRD, on voit qu'il y a un pic autour de la pandémie. Vous voyez le pic là qui est très bien illustré ici, ça c'est vraiment le mois qui est vraiment autour du début de la pandémie. Donc les gens ont appelé, les gens se sont tournés vers cette ressource-là. Ça nous indique l'importance de vraiment asseoir confortablement et consolider nos structures existantes. Si on regarde le deuxième graphique, on voit que la proportion des gens qui ont appelé pour des problèmes reliés aux jeux en ligne augmente avec le temps, depuis le début de la pandémie, et ça continue. Donc, il y a quand même, cette ressource est une ressource qui semble être quand même assez utilisée par les joueurs et en augmentation. Quand on regarde les services de télécounseling, par exemple, les nouveaux dossiers ouverts, on voit aussi qu'il y a une augmentation. Dans la deuxième partie du graphique, ça c'est la proportion de gens en ligne, de joueurs en ligne, des gens qui appellent parce qu'ils ont un problème avec le jeu en ligne. Donc, les tendances montrent aussi que les besoins sont grandissants, mais que ces ressources-là sont quand même interpellées et utilisées. Donc, la deuxième piste de solution, et rappelez-vous les deux groupes que je vous ai présentés, la prévention s'adresse aux 80-90% des joueurs en ligne, les 10 à 20% ont besoin de ces ressources-là. Donc, augmenter le nombre de joueurs qui ont recours aux services. On voit qu'il y a encore place à l'amélioration. Il y a à peu près le quart des joueurs en ligne
qui ont des problèmes, qui ont appelé pour de l'aide. Donc, on a besoin d'augmenter, d'aller ouvrir nos portes, déstigmatiser, mettre les gens à l'aise pour aller chercher de l'aide, adopter le principe du no wrong door. Je pense que Karine, tu aimerais ça. Et finalement, quand on est avec des joueurs en ligne, ils sont en ligne. Donc, on a besoin de mettre des ressources qui sont un peu adaptées aux nouvelles technologies. Le clavardage est un exemple concret. Il y a beaucoup de gens qui ont eu recours au clavardage. À Je aide et références, ils nous le confirment que vraiment, cette façon de rejoindre les gens, de leur donner du soutien est importante. Et finalement, bien sûr, qui peut être contre la vertu? Idéalement, on devrait être capable et on mettre de l'avant l'intégration et la continuité des services, de la détection à la référence et au traitement. La troisième piste que j'aimerais mettre de l'avant et recommander, c'est la question de l'encadrement et de la régulation du jeu en ligne. On a une offre qui a explosé dans un contexte sans encadrement ni régulation. On a un déséquilibre aussi entre les pratiques de promotion non encadrées et les initiatives de prévention qui sont relativement absentes. Actuellement, il n'y a aucun cadre qui dit quel jeu on peut mettre sur le marché, qui dit qu'est-ce que les opérateurs peuvent faire, ni la société d'État, ni tous les opérateurs qui sont actuellement considérés comme illégaux. Donc, en réponse à ça, c'est important d'assurer la mise en marché de jeux à moindre risque. Et ça, on ne pose pas assez cette question-là. Comme je vous l'ai dit, il y a un risque au niveau individuel, mais l'environnement est extrêmement important. On n'encadre pas la publicité ni la promotion. Les gens nous disent qu'il y en a trop. Les gens nous disent que c'est un facteur de risque pour eux qui les interpelle continuellement. Mais il n'y a pas de cadre de référence, il n'y a aucune régulation, il n'y a aucun contrôle. Donc, on a besoin d'imposer aussi des mesures d'encadrement, de protection, de soutien aux joueurs. Si je me tourne vers la France, il y a une agence, l'Autorité nationale des jeux, qui passe sous la loupe tous les jeux qui sont commercialisés. On n'a pas l'équivalent au Québec. Ils imposent aux opérateurs des mesures de protection pour le joueur. On n'a pas ces mesures-là au Québec. Donc, c'est extrêmement important de réfléchir vers des régulations, un encadrement du marché en général, mais aussi tout ce marché illégal qui arrive sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les appareils mobiles des Québécois. Et je finis sur ce point-là. Si on agit sur l'offre, on contrôle le produit, on restreint la promotion, on contrôle l'accessibilité, ben c'est sûr qu'on va réduire les profits. Donc, on se retrouve encore en face de ce dilemme, ou en tout cas cette opposition entre les visées commerciales et les visées de santé publique. Un des grands chercheurs qui vient de publier sur ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé a bien ciblé tous ces facteurs-là, de promotion, de l'offre, de l'accessibilité, qui sont aussi importants que toute autre détermination comme la défavorisation, sont très importants dans la prédiction des problèmes et l'exacerbation des problèmes de jeu. Donc certainement que si on veut mettre ces mesures en place, si on veut encadrer le jeu, si on veut donner tous les outils pour les joueurs pour vraiment les accompagner dans la recherche d'aide, c'est sûr qu'on va perdre des profits. Et dans ce cas-là, on peut dire, est-ce qu'on va être capable de faire un changement dans la culture, dans la façon de regarder ce problème? Est-ce qu'on va être capable de bouger de cette priorisation de l'économique vers une priorisation de la santé publique? Et je pense, avec ce que je vous ai mentionné, une très petite partie de la population et de ceux qui jouent représente une part très importante des dépenses totales. En face de cette réalité-là, on a un enjeu majeur d'équité et de justice sociale. Au lieu qu'on prenne de la poche des riches vers la poche pour redistribuer à la population, ici, on est en train en tout cas, de faire les profits avec une minorité de joueurs qui sont dans une situation de vulnérabilité
et de concentrer un peu les dépenses et les profits à partir d'un groupe minoritaire de la population. Certainement que les profits vont baisser, mais si on pense aux coûts qui sont associés aux jeux problématiques, je pense qu'on peut réfléchir qu'on est dans une situation où on va probablement gagner. Alors, je vous remercie pour votre attention.